So, ladies and gentlemen, dear colleagues, it is now my... Mesdames et messieurs, chers collègues, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir parmi nous un ancien collègue, M. Mikhail Popchoy, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Moldova. Cher Mikhail, bienvenue parmi nous. Puisque vous avez été vice-président de l'Assemblée et membre pendant 5 ans dans cette maison de la démocratie que vous connaissez très bien. Nous sommes très heureux que l'un d'entre nous soit présent avec nous aujourd'hui en tant que ministre de son gouvernement. Et nous sommes très heureux que pour votre premier déplacement, vous ayez choisi de venir à Strasbourg, puisque vous avez été nommé ministre des Affaires étrangères en janvier de cette année. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos nouvelles responsabilités pour accompagner votre pays dans le cadre de l'ouverture des négociations pour l'adhésion à l'Union européenne en 2023. Après son intervention, le vice-premier ministre a bien voulu accepter de répondre à des questions. Donc cette fois-ci, au lieu de poser des questions, vous devrez y répondre. Sans plus attendre, j'ai le plaisir, cher Mikhail, de vous donner la parole. Dear President, Monsieur le Président, merci pour votre invitation à m'adresser à vous, Mesdames et Messieurs, membres de l'Assemblée. C'est en effet un grand honneur de revenir dans mes nouvelles fonctions alors que nous célébrons le 75e anniversaire du Conseil de l'Europe, mais aussi un moment de grand danger et de grande souffrance que connaît notre région. Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée, Excellences, à un moment où le droit international est gravement bafoué, le multilatéralisme attaqué et de nouvelles technologies disruptives changent nos vies, nous avons besoin d'un phare, d'un élément de référence. Au cours des ans, le Conseil de l'Europe a réussi à conserver ce rôle pour les droits humains, la démocratie et l'état de droit. Motivé par la conviction que seule la poursuite de la paix, fondée sur la justice et la coopération internationale, permettent la préservation des sociétés humaines et de la civilisation. La République de Moldova a rejoint le Conseil de l'Europe en 1995, motivée par les mêmes idéaux, avec l'aspiration et l'engagement de contribuer à une communauté européenne prospère de valeurs. Quelles sont les motivations de la Moldova aujourd'hui? Eh bien, ce sont 3 tâches principales. D'abord, de poursuivre des réformes profondes de notre société. Deuxièmement, surmonter les grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et troisièmement, de bâtir un avenir européen prospère pour notre peuple. Je commencerai par les réformes. Pendant près de 30 ans, le Conseil de l'Europe a été un partenaire fidèle de mon pays dans ses efforts pour construire une société démocratique, des institutions démocratiques fortes, et tout cela, nous l'avons fait ensemble. Il y a 9 ans, Monsieur le secrétaire général Jagland a dit que la Moldova était un État captif. C'était un diagnostic douloureux mais juste. Et il a fallu la mobilisation des forces démocratiques pour que nous agissions. Pendant ces dernières années, nous avons investi nos efforts pour mettre à mal la corruption dans le système judiciaire, pour réduire l'influence des oligarques notamment. Nous avons beaucoup progressé et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre en œuvre toutes les recommandations de nos partenaires, y compris la Commission de Venise, le Moneval, le Greco, le groupe de travail de haut niveau sur la réforme du secteur de la justice créé sous l'égide de la secrétaire générale à notre demande. Et tout cela a permis de façonner les progrès qui sont visibles aujourd'hui. Tout ce travail vise à faire de notre démocratie une démocratie plus forte, à rendre notre système judiciaire plus fort et plus transparent. Nous nous sommes intéressés non seulement à la justice et à la lutte contre la corruption, nous avons voulu moderniser le fonctionnement de notre fonction publique pour la rapprocher de nos citoyens. Nous numérisons aussi notre économie. Un objectif particulier que nous visons consiste à faire des améliorations dans différents domaines pour adhérer aux engagements du Conseil de l'Europe, de sorte que, à l'avenir, nous espérons pouvoir
évoluer dans le cadre de la procédure de suivi de l'Assemblée. Et je voudrais lancer un appel à mes anciens collègues de la commission de suivi. Je peux vous l'assurer, la Moldova fera tout ce qui est nécessaire pour veiller à ce que nous respections nos engagements et que nous puissions sortir graduellement de la phase de suivi et poursuivre sur la voie de l'intégration européenne. J'en viens maintenant aux défis qui sont nombreux et qui sont critiques. Tout d'abord, l'agression russe contre l'Ukraine, qui provoque de grandes souffrances, de grands dommages dans ce pays voisin et ami, mais qui a aussi des répercussions négatives sur la République de Moldova. Nous l'avons dit à maintes reprises, nous restons fermement engagés aux côtés de l'Ukraine et nous condamnons de la manière la plus forte possible cette agression russe barbare contre notre ami et voisin l'Ukraine. La République de Moldova a manifesté sa solidarité avec la population ukrainienne en accueillant près d'un demi-million de réfugiés ukrainiens. Et il en reste encore aujourd'hui 150 000, surtout des femmes et des enfants. Nous avons fourni un mécanisme de protection temporaire à plus de 30 000 réfugiés qui ont trouvé un abri en Moldova. Ils peuvent étudier, travailler, voyager et bénéficier aussi de soins de santé en République de Moldova. Notre pays a bénéficié d'un soutien non négligeable dans ses efforts pour fournir la meilleure assistance possible à nos amis et voisins ukrainiens, y compris du Conseil de l'Europe. Et nous sommes reconnaissants puisque grâce aux nombreux projets visant à renforcer la protection des droits humains pour les réfugiés et migrants en République de Moldova, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont été présents à nos côtés. La République de Moldova soutient aussi activement l'Ukraine en matière de solidarité. Plus d'1 million de tonnes de marchandises ont transité par notre pays vers l'Ukraine et nous restons engagés pour mettre à disposition nos infrastructures pour nos amis et voisins ukrainiens qui ont tellement besoin de ce soutien. Cette guerre dévastatrice entame sa 3e année et tous les efforts de la communauté internationale doivent viser à aider l'Ukraine à continuer à lutter contre cette agression, à agir pour dissuader la Russie de poursuivre cette guerre en cherchant des solutions durables et totales qui permettront de rendre justice et d'empêcher toute nouvelle guerre à l'avenir. La formule de paix présentée par le président Zelensky constitue un tel cadre et le Conseil de l'Europe travaille pour assurer la responsabilité qui est essentielle, notamment par la création du registre des dommages qui est la première étape pour créer un mécanisme d'indemnisation. Et nous saluons vivement l'ouverture à la haie du processus d'ouverture de demande pour le processus d'indemnisation. La Moldova participe pleinement au registre. Nous soutenons les efforts qui sont faits pour créer un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine. Autre défi, le conflit non réglé dans la République de Transnistrie de notre République. Notre position reste inchangée. Nous soutenons un règlement pacifique de ce conflit par des négociations fondées sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Moldova dans le cadre de nos frontières internationalement reconnues. Les négociations dans le format 5+2 sont actuellement à l'arrêt, mais nous voulons poursuivre le dialogue pour empêcher les tensions et maintenir le calme. Et j'aimerais réitérer notre vive inquiétude s'agissant des violations des droits de l'homme dans la région de Transnistrie de la République de Moldova. Il est très inquiétant que tout avis ou opposition de militants locaux se solde par des peines de prison pour extrémisme, sans parler de la responsabilité pénale qui a été érigée pour ceux qui cherchent la justice auprès d'organisations internationales. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu plusieurs arrêts établissant la responsabilité de la Russie pour les violations des droits de l'homme qui ont lieu dans la région de Transnistrie de la République de Moldova. Même si la Russie a été expulsée du Conseil de l'Europe, à juste raison, il faut trouver des manières de faire en sorte que la Russie soit tenue responsable pour les violations des droits humains en Transnistrie. La présence illégale des troupes et des munitions russes en Transnistrie sont une grande source de préoccupation et nous continuons à exiger que la Russie retire ses troupes et ses munitions de la République de Moldova. Il est aussi tout à fait cynique d'entendre les autorités russes exprimant une préoccupation sur le statut neutre
de la République de Moldova, alors que c'est bien le Kremlin, depuis 2 ans, qui, avec beaucoup de cynisme, a constamment violé ce statut de neutralité de notre pays. 3e défi, les tentatives extérieures de déstabilisation de mon pays. L'objectif est clair, il s'agit de saper la confiance dans le gouvernement et d'exploiter la pauvreté économique créée par le Kremlin lui-même pour porter atteinte à la stabilité économique et politique pour établir un gouvernement pro-russe chez nous. Mais notre population est bien avisée, ce qui sera démontré lors du référendum que nous organisons à la fin de cette année. Nous luttons sans cesse contre la désinformation et la propagande russe. Nous luttons aussi contre le financement illégal de certains partis qui font aussi la propagande du Kremlin. Il y a là une tentative systématique de la Russie d'exploiter les questions sensibles pour nous diviser, pour créer des brèches entre différentes positions, entre ceux qui sont restés chez nous, ceux qui se sont exilés, et entre la population moldave et les réfugiés ukrainiens. Mais toutes ces tentatives sont vouées à l'échec, puisque, comme je l'ai dit, la société moldave sait ce qu'il en est. Chers amis, permettez-moi maintenant de vous parler des aspirations et des désirs de la République de Moldova de faire partie de la famille des nations. Construire ensemble un avenir européen, c'est l'engagement de notre peuple. Nous souhaitons unir toute notre société autour de cet objectif. Nous avons beaucoup accompli pendant ces dernières années. Nous avons présenté notre demande d'adhésion à l'Union européenne et nous espérons que la conférence intergouvernementale pourra bientôt se tenir pour ouvrir de nouveaux chapitres et nous embarquer sur cette voie importante de solidifier nos institutions démocratiques, bâtir la prospérité en Moldova et nous rapprocher de l'objectif stratégique de notre pays, c'est-à-dire appartenir à la famille européenne des nations. Nous le savons, cette route sera difficile. C'est la raison pour laquelle nous entreprenons des réformes très sérieuses, y compris dans le secteur de la justice et pour lutter contre la corruption et promouvoir les droits humains, pour être à la hauteur des attentes de nos citoyens et bien sûr des engagements que nous avons acceptés avec nos partenaires européens. Une partie importante de la construction de notre avenir européen, c'est le plein respect des droits humains et des libertés fondamentales. À cet égard, le gouvernement a récemment adopté un nouveau programme des droits humains pour les 3 années qui viennent, qui orientera l'ensemble de notre approche en matière de réforme et en matière d'égalité de genre, de lutte contre la traite, de développement des organisations de la société civile, de soutien pour les droits des femmes et de lutte contre la violence domestique, notamment en mettant en œuvre la Convention d'Istanbul que nous avons ratifiée. Le Conseil de l'Europe participe à presque tous ces efforts de soutien du processus de réforme pour solidifier l'état de droit en République de Moldova. C'est aussi un important dans notre adhésion à l'Union européenne. Réformer les structures juridiques, ça n'est pas facile, je l'ai dit. La société doit soutenir nos efforts et elle le fait. Et c'est pourquoi nous avons adopté l'initiative d'organiser un référendum constitutionnel à la fin de l'année pour soutenir l'intégration européenne. Cela nous permettra de définir des buts communs pour l'ensemble du pays et d'avancer ensemble dans la même direction. Mesdames et messieurs, j'ai commencé par dire que la sécurité sur notre continent était gravement menacée. Un ensemble de règles communes ont été brutalement bafouées. Sur la carte des structures multilatérales de l'Europe, le Conseil de l'Europe reste une organisation crédible et bien considérée, avec une expertise unique. C'est vraiment un phare sur notre continent. Il est important de renforcer, de protéger le rôle du Conseil de l'Europe et nous sommes reconnaissants à la secrétaire générale pour son leadership. En ces temps difficiles, le prochain secrétaire général devra faire preuve d'un engagement encore plus fort pour promouvoir des idées, des propositions et des solutions qui dépasseront les divisions politiques et qui feront la promotion de notre agenda de paix et de sécurité. À Reykjavik, nous avons, et c'est important, réaffirmé le rôle et la place de l'Organisation
sur la place du multilatéralisme, sur la carte, du multilatéralisme. Nous devons continuer dans ce sens. Avant de conclure, j'aimerais dire que nous serons très honorés de tenir la présidence du Comité des ministres entre novembre 2025 et mai 2026, ce qui coïncidera avec le 30e anniversaire de l'adhésion de la Moldova au Conseil de l'Europe. Nous nous réjouissons de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice de la construction, de la poursuite de la construction de l'organisation pour qu'elle soit mieux lotie pour aborder les nouveaux problèmes et les problèmes émergents. Mais ce qui est encore plus important, il faut sauvegarder la paix, la justice, la démocratie, l'état de droit, les droits humains pour tous les pays et les peuples du continent européen et au-delà. Je vous remercie. Thank you, Mr. Popsoy, and now we'll give the floor. Merci beaucoup, Monsieur Popsoy. Je donne la parole à mes collègues, à commencer par ceux qui représentent les groupes politiques. Je les invite à poser leurs questions au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République Moldova, Monsieur Popsoy. Et je donne la parole à Titus Corlatean pour le groupe socialiste. Monsieur le ministre, nous sommes pleinement conscients et apprécions les progrès réalisés par votre pays ces dernières années sur la voie de l'adhésion et pour obtenir l'ouverture de négociations, tout en ayant à faire face à des défis considérables, notamment la menace qui vient de la Russie et de ses alliés. Et tout ceci avant les élections présidentielles et le référendum d'octobre. Et j'aimerais vous demander de nous dire comment votre gouvernement compte gérer la situation à propos de la Gagaouzie, vu les actes provocateurs du leader de l'administration locale. Et comment, et si même notre organisation peut être utile à votre pays dans ce contexte. Merci. Monsieur Popsoy. Merci beaucoup, Monsieur Corlatean. L'autonomie gagaouze a été prise en otage par un groupe de crimes organisés d'oligarques qui, pour certains, ont été condamnés de prison pour fraude et qui, pour certains, ont fui la justice de mon pays et qui sont les alliés et des soutiens au régime de Poutine. Ils cherchent à déstabiliser la situation en République de Moldova. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est de veiller à ce que nos services de sécurité contre la menace que ça représente et de faire en sorte que nos amis et nos alliés sanctionnent notamment un de ces oligarques. Mais nos partenaires à l'Union européenne, aussi aux États-Unis, ont d'ores et déjà sanctionné ce groupe de criminels alliés du régime de Moscou. Et le recouvrement des avoirs doit s'appliquer vu le désastre causé par ces personnes dans mon pays à des fins personnelles et russes. Donc nous comptons sur nos alliés, nos partenaires pour renforcer le régime de sanctions imposé à ces personnes et le mécanisme de recouvrement des avoirs pour que ces soutiens de Poutine ne jouissent pas de l'impunité qui se trouve à Chypre, en Russie, à Londres ou ailleurs. Certains se déplacent entre la Russie et Israël en ce moment même. Voilà. C'est comme ça que nous comptons avancer. Merci. Au nom du PPE, Monsieur Naxa. Merci. Monsieur le vice-premier ministre, la Moldova est un membre apprécié de cette organisation depuis près de 30 ans. Le président de Moldova a réitéré que l'objectif de politique étrangère de son pays est l'adhésion à l'Union européenne. Nous soutenons cette
ses aspirations et l'ouverture des négociations en vue d'une adhésion dans les meilleurs délais. Nous pensons que la performance des pays candidats doit être évaluée au cas par cas. Ma question est la suivante. Dans quel domaine est-ce que votre pays aurait besoin de plus d'aide du Conseil de l'Europe pour atteindre son objectif? Merci. Monsieur Popsoy. Merci. La République de Moldova a reçu le feu vert de l'Union européenne pour le démarrage des négociations par décision du Conseil du décembre dernier. Et dans ce contexte, j'aimerais remercier chacun d'entre vous qui représente un État membre de l'Union européenne, parce que la République de Moldova a toujours su compter sur le soutien de ses amis. En ce qui concerne les défis qui se présentent à nous, ils sont bien connus. Beaucoup de ces difficultés remontent à l'agression de l'Ukraine par la Fédération de Russie, sont des problèmes économiques parce que nous sommes littéralement désormais en mode de survie, alors que le Kremlin essaye d'exploiter cette situation désastreuse. Mais en même temps, nous créons plus de résilience dans nos institutions. Nous avons eu beaucoup de succès à renforcer, à diversifier notre approvisionnement en énergie, à renforcer aussi la résilience des services de police, de la défense, de la sécurité en matière d'information. Et pour tous ces efforts, nous avons reçu un soutien considérable de nos amis et partenaires de l'Union européenne et au-delà. Nous en sommes reconnaissants. Nous créons des capacités qui doivent nous permettre d'avancer concrètement sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne. Et là encore, nous comptons sur nos amis et partenaires. Merci. Et au nom des conservateurs, Monsieur Goncharenko. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, bienvenue. Vous êtes de retour dans notre Assemblée. Nous avions travaillé avec vous en tant que membre de l'Assemblée pendant des années. Maintenant, sachez que vous pouvez toujours compter sur nous. Je souhaite beaucoup de succès à votre gouvernement. Tout d'abord, à propos de la Transnistrie, ne serait-ce pas le bon moment de régler le problème de la Transnistrie par tout moyen, y compris militaire? Et ma deuxième question concerne la neutralité de votre pays. Nous voyons que pour Poutine, neutralité, ça veut dire une invitation à envahir un territoire. Est-ce qu'une adhésion à l'OTAN ne serait pas une meilleure option? Monsieur Popsoy. Merci, Monsieur Goncharenko. Le conflit en Transnistrie est un sujet sensible pour nous. Mon père est vétéran de la guerre de 92. Mais tant qu'il y aura une lueur d'espoir que nous puissions trouver une solution pacifique à ce conflit, nous n'abandonnerons pas cet espoir, et l'espoir d'un règlement amiable. Nous sommes engagés sur la voie d'une solution durable mais pacifique. Et le processus d'adhésion à l'Union européenne ouvre de nouvelles possibilités. Et l'intégration de la Moldova dans l'Europe et dans un marché intérieur est importante. C'est de Transnistrie qu'est exporté 70% des exportations vers l'Union européenne. Tout ça est un potentiel considérable pour mon pays. Pour ce qui est de la neutralité, je dirais que d'après les sondages, 25% de la population est favorable à une adhésion à l'OTAN. Donc il faudra encore faire beaucoup d'efforts pour expliquer à nos citoyens ce que veut dire le statut de neutralité actuel, quelles en sont les alternatives. Et cet effort dont je parlais implique aussi un travail lourd qui veut que nous pourfendions la propagande russe inlassable et qui présente l'Ouest comme la racine du mal, véritablement. Il faut beaucoup d'efforts pour créer ce soutien démocratique, cette volonté démocratique
pour que nous puissions reparler du statut de neutralité. La République de Moldova, dans ce statut, coopère néanmoins avec l'OTAN et nous venons de célébrer 30 ans de partenariat pour la paix. La Moldova a contribué pendant 10 ans à un contingent à la KFOR du Kosovo. Nous avons plus récemment fait participer nos services de police à cette mission. Nous participons à la mission des Nations Unies, l'UNIFIL. Et donc, nous essayons d'apporter notre contribution à la sécurité et ne pas être que des consommateurs de sécurité. Mais croyez-moi, il faut un débat et beaucoup d'efforts au long cours pour créer le soutien nécessaire à ce type de décision, comme le veut tout système démocratique. Merci. On behalf of the Liberal Democrats, Au nom du groupe Adlé, le président du groupe, M. Boulay. Merci, Monsieur le Président. Cher ministre, cher Mikhail, félicitations d'avoir été nommé ministre des Affaires étrangères. C'est un plaisir de vous accueillir ici et félicitations pour vos efforts, les efforts considérables, les réformes ambitieuses accomplies ces dernières années. Les Bashkana de la Gagaouzie a serré la main de Poutine en lui demandant plus d'aide pour la minorité. Sa minorité au Moldova, c'est absolument choquant. Ça m'a vraiment paru tout à fait répugnant. Comment est-ce que vous pouvez réagir à ces efforts de déstabilisation en Moldova de la part de la Russie? Et qu'avez-vous besoin de plus de notre part pour poursuivre vos réformes vers l'adhésion à l'Union européenne? Comment pouvons-nous vous aider davantage? Et je vous souhaite bonne chance avec le référendum que vous allez organiser à l'automne sur l'adhésion de la Moldova à l'Union européenne. Et je vous souhaite aussi tout le succès possible avec les élections présidentielles. Bonne chance à Madame Maya Sandu cet automne. Monsieur Popchoy, vous avez la parole. Merci. Merci. C'est en effet décevant de voir que certains de nos citoyens sont disposés à vendre l'intérêt national du pays pour un bénéfice matériel, un bénéfice personnel fourni par le Kremlin. C'est tout à fait malheureux. Et nous ne pouvons que faire connaître ce comportement, le divulguer pour que nos citoyens sachent faire la part des choses au moment des élections. Et nous pensons que nos citoyens, justement, savent faire la différence et qu'ils le prouveront lors du référendum à la fin de l'année. L'unité, la solidarité du peuple moldave pour soutenir l'effort stratégique de notre pays. Nous voulons faire partie de la famille des nations européennes pacifiques et prospères. Malgré les efforts faits par le Kremlin pour nous diviser, nous allons continuer à travailler avec nos citoyens et notamment la communauté gagaouze qui d'ailleurs reçoit beaucoup d'aide de la part de l'Europe et il faudra en faire davantage pour communiquer sur la quantité et la qualité de cette aide pour que chaque citoyen comprenne bien quelle est la générosité du contribuable européen parce que bien souvent vous avez des gens en Gagaouzie mais aussi dans d'autres régions de la Moldova qui vont à une école reconstruite avec des fonds roumains ou qui travaille dans une PME qui a été ouverte grâce aux fonds européens. Des citoyens qui utilisent une route qui a été construite par les Américains ou par les Turcs, mais qui finissent par s'incliner devant Poutine comme un seigneur. Mais ça, c'est à cause de la propagande russe qui a pu continuer pendant des années. Les élites en Moldova n'ont pas eu cette conscience ou cette volonté politique d'agir et de parler aux citoyens de la sécurité de l'information. Et dans certaines situations, les responsables politiques en Moldova qui se prétendent pro-européens ont bénéficié de la politique russe parce qu'ils bénéficiaient des droits de diffusion des télévisions russes. Ce n'est pas de la faute de nos citoyens s'ils ne sont pas conscients ou s'ils n'apprécient pas suffisamment le soutien de l'Union européenne. Parfois, ils n'en sont pas informés, parfois, ma foi, ils trouvent ça tout naturel, mais c'est nous qui devons faire davantage d'efforts pour faire en sorte qu'ils comprennent bien ce soutien et pour qu'on puisse mettre à mal briser ce mur de la propagande russe qui cherche désespérément à nous mettre des bâtons dans les roues dans le cadre de notre route vers l'adhésion. Donc il faut être plus actif pour communiquer sur ce soutien
en dialogue direct avec nos citoyens, pas seulement en Gagaouzie, mais partout en République de Moldova. On behalf of the United Le nom de la GUE, je donne la parole à son coprésident, Monsieur Hunko. Merci. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, merci pour votre engagement pour la paix et une solution pacifique de la question transnistrienne, qui était votre réponse à Monsieur Goncharenko. J'ai une question à propos du nouvel ambassadeur d'Ukraine, Monsieur Danilov, qui a dit de manière répétée qu'il y aurait peut-être une solution militaire si les autorités moldaves en étaient d'accord. Est-ce que vous excluez ce scénario qui, personnellement, me semble catastrophique pour la région? Qu'en pensez-vous? Monsieur Popsoy. Merci. Je ne peux pas faire de commentaires sur les propos de Monsieur Danilov qui est en train d'être nommé ambassadeur. Nous sommes honorés qu'il soit nommé ambassadeur de son pays dans notre pays, vu son importance, son influence dans la politique ukrainienne. C'est donc une indication de la nature des relations entre nos deux pays. Pour ce qui est de la solution au conflit que vous avez mentionné, je ne peux que réitérer que nous sommes pleinement engagés sur la voie de la solution pacifique. Et l'intégration européenne, pour nous, fournit ces arguments très forts aux entreprises en Transnistrie et aux citoyens en Transnistrie et en Moldova de manière générale d'épouser cette cause européenne. Merci, Monsieur Popsoy. Ceci conclut la liste des interventions au nom des groupes politiques. J'ouvre la liste des orateurs et donne la parole à Monsieur Reinhold Lopatka. Merci beaucoup. Eh bien, tout d'abord, félicitations pour tous ces progrès très encourageants que vous enregistrez en Moldova. Vous n'avez pas de frontière directe avec la Russie et pourtant, vous êtes sous le coup de la menace russe. Et pourtant, vous voulez une solution pacifique pour la Transnistrie. Quel serait le rôle des séparatistes pro-russes en Transnistrie alors? Et est-ce vraiment réaliste dans un avenir proche qu'ils demandent la protection de la Fédération de Russie? Monsieur Popchai, j'ai oublié de préciser que j'allais regrouper les questions par groupe de 3 maintenant. Donc, je vous invite à prendre note des différentes questions avant de répondre. Et je donne la parole à Madame Bilozir. Monsieur Popsai, au Parlement, dans mon Parlement, je représente une région qui partage une frontière avec la Moldova et la Transnistrie. Pour ce qui est de la solution pacifique, nous aussi, nous voulons la paix et nous avons dû nous préparer à la guerre. Nous avons des structures défensives pour faire face à une menace réelle parce que Poutine veut nous couper de l'accès à la mer et utiliser les armes de Transnistrie s'il peut, s'il prend Odessa. Et donc, en dépit du soutien de l'Ukraine et votre souhait d'adhésion, la propagande agressive russe est telle dans votre pays. On dit que l'Occident ne soutient déjà pas assez l'Ukraine et soutiendra encore moins la Moldova. Tout ça, toute cette propagande est considérable, mais quelle pourrait être la stratégie pour contrer cette propagande et imposer la vérité? Merci beaucoup, chers collègues. Je vous demande de respecter le temps de parole et je donne la parole à Monsieur Gutiérrez Limones. President, going to speak in Spanish. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'exprimer en espagnol. Monsieur le Ministre, je voudrais vous remercier pour votre présence et vos efforts et votre courage pour, dans le cadre des efforts que vous avez faits pour surmonter des conditions adverses.
Je voudrais vous poser rapidement deux questions. Comment pouvons-nous, depuis cette Assemblée du Conseil de l'Europe, vous aider pour que le référendum qui aura lieu dans votre pays se fasse de façon ordonnée et tranquille, sans intervention et sans ingérence étrangère, surtout de la part de la Russie? Deuxièmement, où en est l'exécution, l'état d'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme rendus contre votre pays? Merci beaucoup, Monsieur Popsoy. Vous pouvez maintenant répondre à ces trois questions. Merci. Pour la première question de Monsieur Lopatka, M. Lopatka a dit que nous n'avons pas de frontière directe avec la Russie. Dieu merci que nous n'avons pas cette frontière. Et effectivement, il ne s'agit pas de savoir si les Russes veulent arriver à nos frontières. Il ne s'agit pas de savoir si les Russes veulent occuper la Moldova. Il s'agit de savoir s'ils le peuvent. Pour l'instant, ils n'y ont pas réussi grâce au sacrifice et au courage gigantesque du peuple ukrainien et de l'armée ukrainienne. Tant que l'Ukraine aura la capacité de résister à cette agression barbare, et nous en appelons à la communauté internationale pour qu'elle fournisse tout le soutien nécessaire à l'Ukraine. Et dans 2 jours, je me rendrai à Washington pour un dialogue stratégique avec les États-Unis. Alors, nous espérons vivement que nos amis américains fourniront bientôt le soutien dont l'Ukraine a tellement besoin. Et là, nous sommes optimistes avec prudence. Donc, effectivement, il y a eu une modification d'une déclaration publique qui a été faite à propos du soutien demandé à la Russie. Il y a tellement de craintes que les informations sont mal comprises. Et effectivement, nos voisins ne veulent rien avoir à voir avec le monde russe, comme ce qu'on peut voir à Kharkiv, à Boutcha ou ailleurs. Ils ne veulent certainement pas ce genre de monde russe ou ce genre de paix russe. Et nous non plus, ni aucune personne raisonnable, quelle que soit la langue qu'ils parlent, quelle que soit leur origine ethnique ou leur religion. Donc même les personnes qui habitent en Transnistrie savent que ce serait mieux pour leur communauté et leurs enfants de maintenir la paix et la stabilité dans leur région, justement. C'est ce que nous sommes résolus à défendre, justement. Pour ce qui est de la frontière avec l'Ukraine, c'est grâce à l'Ukraine que l'année dernière, nous avons réussi à signer les textes pour le contrôle commun de la frontière, y compris la partie transnistrienne de la frontière entre la Moldova et l'Ukraine. Nous y tenions depuis des années. Maintenant, heureusement, nous avons ce contrôle conjoint. Tout ce qui rentre et sort, nous en sommes informés, nous le contrôlons. Ça change toute la donne. S'agissant du processus de réintégration, nous sommes engagés à fournir tout ce dont nos citoyens ont besoin en Transnistrie, mais nous ferons aussi en sorte que la contrebande et tous ces phénomènes qui se produisent ne puissent plus avoir lieu, et c'est grâce aussi à notre coopération avec nos amis ukrainiens. Pour ce qui est du référendum, qu'est-ce qui peut être fait? Eh bien, si seulement nous pouvions prendre tous les citoyens moldaves qui sont un peu sceptiques vis-à-vis de l'Union européenne, si nous pouvions prendre ces citoyens et leur montrer ces belles villes en Espagne ou en Italie ou en Estonie ou en Suède, eh bien, ça serait vraiment très utile. Mais comme ça n'est pas vraiment possible, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de communiquer constamment avec nos citoyens. Et n'hésitez surtout pas à venir nous voir, à parler à nos citoyens et leur dire directement quelle est votre expérience de membres de l'Union européenne, pour qu'ils n'entendent plus cette propagande russe qui décrit les États membres de l'Union européenne de manière si négative. Et dans le même temps, comme je l'ai dit dans mon intervention, il y a un certain nombre de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui établissent la responsabilité de la Russie. Et nous devons trouver des solutions pour que la Russie soit bien tenue responsable des violations des droits humains, y compris dans la partie de la Transnistrie de la République de Moldova. Merci. Merci. Je donne maintenant la parole à M. Knut Abraham. Thank you, Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, brièvement, mais du fond du corps, j'aimerais vous dire toute mon admiration pour les progrès extraordinaires accomplis par votre pays grâce à votre gouvernement. Ma question est la suivante. Comment est-ce que vos partenaires européens peuvent vous assister encore plus dans le domaine du développement économique? Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui sera déterminant. Merci.
Monsieur Claude Kern, pardon, monsieur. Vice-premier ministre, cher Mireille, la semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a reçu Yevgenia Goutsoul, la gouverneure de la région autonome de Gagouazie, pour la deuxième fois en un mois. Madame Goutsoul est soutenue par Ilan Shor, milliardaire pro-russe qui a pris la fuite après avoir été condamné en Moldavie à 15 ans de prison. Les signaux envoyés à l'occasion de cette visite à Moscou sont particulièrement inquiétants, le soutien à la Gagouazie apparaissant comme une nouvelle manière de déstabiliser la Moldavie. Pouvez-vous nous indiquer l'état de la situation sur le terrain en Gagouazie et nous préciser comment vous comptez faire face à cette menace de déstabilisation? Merci, Monsieur Kern. Je donne la parole à Monsieur Göteborg pour la question suivante. Monsieur le Président, Monsieur le ministre Popsa et chers collègues, comme le ministre l'a dit, la République de Moldova est membre du Conseil de l'Europe depuis près de 30 ans. Un partenaire apprécié, allié pour la démocratie et l'état de droit, et maintenant en voie pour devenir un État membre de l'Union européenne. La Suède et le Parlement suédois s'en félicitent. Les progrès réalisés par ce pays dans le cadre du plan d'action du Conseil de l'Europe est assez surprenant. Il s'agit de la promotion, de la protection des droits humains, la protection de l'état de droit, des institutions. Et j'en viens à ma question. Quelles sont les conclusions, les enseignements que vous tirez du travail fait avec le Conseil de l'Europe sur ce chemin de pleine intégration européenne? Merci, Monsieur Göteborg. Monsieur Popsoy, vous avez la parole. Merci. Eh bien, Monsieur Abraham, c'est la préoccupation principale que notre survie économique, tout simplement, vu l'agression de l'Ukraine et ses répercussions économiques sur mon pays, nous sommes très préoccupés par la stabilité, le maintien pur et simple de notre stabilité économique et financière. Nous avons beaucoup de soutien à nos alliés, et surtout pendant la période de la crise énergétique. Au plus fort de cette crise, les prix avaient littéralement explosé et c'est grâce à l'Union européenne et aux États-Unis que nous avons pu surmonter cette tempête. Nous avons maintenant diversifié nos acquisitions énergétiques et nous ne nous laisserons plus jamais mettre sous pression, menacés, comme ça a été le cas il y a 2 ans. Nous sommes donc beaucoup plus résilients sur le plan énergétique qu'avant. Mais sur le plan économique, les choses restent très difficiles. L'inflation a baissé. Certes, il y a quand même une baisse de la croissance économique, mais nous comptons là aussi sur nos amis pour créer des mécaniques qui permettent de fournir des assurances à nos investisseurs, allemands, américains principalement, parce que c'est cela qu'il nous faut. Sans ces investissements, nous ne pourrons pas faire avancer notre économie et créer les emplois de qualité dans le pays. Or, c'est ce que nous voulons en matière de développement économique. Et pour ce qui est des photos, ça me fait penser à des tableaux de plus en plus désespérés et cyniques, ces promesses de soutien pathétiques du Kremlin. Nous avons entendu le chant des sirènes et nous les avons compris. Beaucoup de Moldaves, malheureusement, cèdent encore à ce chant des sirènes. De plus en plus savent désormais. Ils savent que l'aide est venue de l'Union européenne, des États-Unis, de la communauté euro-atlantique, du monde libre, et que ce que les Russes nous ont apporté, c'est la présence des troupes en Transnistrie. Et c'est cette prise d'otage que nous subissons depuis 30 ans et qui crée des difficultés économiques extraordinaires, vu les morts, la destruction de notre patrimoine culturel, de nos infrastructures. C'est cela
que nous apportent les Russes. Mais certains citoyens, malheureusement, n'ont pas compris, ne regardent pas encore la réalité. Donc nous devons redoubler d'efforts pour qu'ils ouvrent les yeux. Et pour ce qui est du soutien du Conseil de l'Europe et des enseignements que je tire de cette expérience, cher Gustave, c'est une question douloureuse parce que j'ai appris beaucoup de choses importantes. Mais le premier jour, mon premier jour au Conseil de l'Europe, je m'en souviens parce que c'était juin 2019 et on a réadmis ce jour-là la Fédération de Russie au Conseil de l'Europe. Jamais, j'oublierai. Vous me direz que j'étais peut-être un peu jeune, un peu naïf, mais moi je me souviens comment nous nous battions pour empêcher que la Russie revienne. Alors, j'espère que les mêmes erreurs ne seront pas faites à nouveau, que certains préconisent à propos de la fatigue, de la lassitude, de la nécessité d'insister sur des négociations. La solution ne sera pas là. The only solution to the Russian aggression against Ukraine. La seule solution s'agissant de l'agression russe contre l'Ukraine, c'est la restitution du contrôle de l'Ukraine sur son territoire souverain et créer des conditions pour que la Russie ne puisse plus jamais monter une telle agression à l'avenir. C'est la seule solution que nous identifions, nous, depuis chez nous, et nous allons travailler dur pour convaincre tous nos amis et partenaires que c'est vraiment la seule solution. Comme nous le disions dès 2019, ça n'est pas une bonne idée de réintégrer la Russie. Merci. Thank you. Next round. Merci. Je donne maintenant la parole à M. Pierre-Alain Friedez. Merci, Monsieur le Président. D'abord, c'est un plaisir de vous revoir ici, Monsieur Popsoy. C'est pour moi un honneur d'être co-rapporteur pour votre pays. C'est vraiment toujours passionnant de venir là-bas et d'être très bien reçu avec tout plein d'explications. Parlons un petit peu, si vous le voulez bien, de la Gagaouzie encore. On vient de parler de la Bachkane, de ces rencontres un peu particulières. L'année passée, il y a eu des élections avec des allégations de corruption, notamment en lien avec le parti Shor. Et en fait, ma question, c'est est-ce qu'il est question maintenant de réintégrer la Bachkane au sein du gouvernement ou est-ce que cela pose toujours problème? Thank you, Pierre-Alain. Next. Merci, Pierre-Alain. Monsieur Besnik Tahiri a la parole pour la question suivante. Thank you very much, Mr. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, permettez-moi d'abord de vous remercier pour le contingent moldave qui est arrivé en mars de cette année et qui est extrêmement utile à notre pays. Comme vous le saurez, le Kosovo a présenté sa demande d'adhésion à cette institution respectable. Nous avons accompli, nous le croyons, tout ce qui est attendu de nous et nous allons fournir aussi des résultats sur différents points. Je voudrais vous demander quelle est votre position s'agissant de notre adhésion et comment votera votre délégation. Merci encore une fois d'être ici. Grand merci d'avoir exprimé une position aussi claire sur l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Merci. Question suivante, Madame Béatrice Fresco-Rolfo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-Premier ministre, le 3 avril, la Cour du Chisinau à Riscani a décidé dans son arrêt Suprin Albina Kulik Angelina contre Agenția Servicii Publice de la République de Moldavie que les personnes de même sexe en République de Moldavie n'avaient pas le droit d'enregistrer leur mariage. Cela contredit les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme prises en janvier 2023 qui, dans ses arrêts, Fedotova contre Russie et Buceanu contre Roumanie, indiquent qu'un tel droit devrait exister. Monsieur le Vice-Premier ministre, de quelle façon la République de Moldavie pense faire face à ses responsabilités vis-à-vis des principes des droits humains européens et assurer que les décisions prises par la Cour européenne des droits de l'homme soient mises en œuvre? Je vous remercie. Mr. Popsoy, you have the floor. Monsieur Popsoy, à vous la parole.
Cher Monsieur Friedez, très heureux de vous revoir et très heureux toujours de vous voir en République de Moldova. Pour ce qui est de l'adhésion ou de l'appartenance au gouvernement de la Moldova, nous serions absolument ravis, mais tant que le pouvoir aura été capturé par un groupe criminel organisé pro-russe, eh bien, nous pensons que cette adhésion est peu probable. Nous sommes prêts à travailler directement avec nos concitoyens de la communauté gagaouze, avec les maires. Nous fournissons un soutien important à différents projets, y compris un grand projet de village européen, comme nous l'appelons, dans lequel nous avons investi des ressources pour construire des infrastructures d'assainissement d'eau, d'électricité, etc. Et la Gagaouzie a beaucoup bénéficié, elle aussi, de ces projets. Et nous allons continuer à fournir tout le soutien possible à nos citoyens, mais nous ne pouvons pas légitimer un groupe criminel qui a pris en otage cette élection en achetant les électeurs. Il y a un certain nombre d'affaires pénales, d'ailleurs, qui sont pendantes devant la justice moldave. Le système de justice prendra le temps qu'il faut, mais nous ne sommes pas en mesure d'accueillir au gouvernement un représentant d'un groupe criminel pro-russe qui est là pour essayer de déstabiliser la Moldova, qui pense qu'il n'a rien à perdre, qui pense bénéficier de toute impunité, alors qu'il est probablement en Israël, et nous comptons d'ailleurs sur nos partenaires israéliens pour qu'ils soient plus volontaristes, pour que ces oligarques en fuite et qui sont une menace pour la sécurité de la Moldova ne jouissent plus de l'impunité dans leur pays. S'agissant du vote de notre délégation, demain, il y a une séparation entre le Parlement et le gouvernement. Je ne peux pas m'exprimer au nom de notre délégation, dont j'ai fait partie. Donc c'est eux qui décideront de leur manière de voter demain. Mais vous le savez bien, pour la République de Moldova, c'est un sujet sensible. Nous avons des difficultés s'agissant de la région de Transnistrie chez nous. C'est un sujet difficile pour nous. Mais dans le même temps, laissez-moi vous rassurer, nous avons de très bonnes relations politiques et nous serons heureux de saluer votre président au sein où nous avons été ravis, de saluer votre président l'année dernière lors de la réunion de la communauté politique européenne. Donc, quoi qu'il en soit, nous espérons que vous pourrez comprendre notre position. Pour ce qui est de l'égalité devant le mariage, c'est aussi un sujet sensible en République de Moldova. La lumière de la propagande constante à laquelle nous sommes confrontés, puisqu'il y a ce récit, toute tentative d'adhérer à l'Union européenne porterait atteinte à nos valeurs chrétiennes. Voilà le narratif dont la Russie fait la promotion très activement. Mais en même temps, en République de Moldova, nous le savons, nous devons reconnaître tous les citoyens de notre pays et les soutenir et leur conférer une égalité de droits. Mais tout cela doit se faire dans le cadre d'un processus dans lequel une majorité des citoyens pourront soutenir ce type de démarche. Et il faut un certain effort pour éduquer le public. Le public doit aussi mieux comprendre ces personnes qui ont une orientation sexuelle différente. Ce qu'on voit chez nous, c'est surtout une affaire d'ignorance. Chez nous, on le constate dans les sondages, beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas toutes ces histoires. Mais il y a des organisations de la société civile qui travaillent et qui essayent de faire en sorte que cette ignorance soit dissipée. Et nous soutenons sans aucun doute tous les efforts qui permettront d'assurer l'égalité de droits à tous les citoyens. Mais s'agissant de reconnaître
le mariage homosexuel, il faudra un certain temps avant que nous ne soyons prêts, avant qu'il n'y ait un soutien majoritaire pour une telle décision. Il faut du temps. Et vous le savez, ça a été le cas dans beaucoup d'autres pays de notre région. Nous voulons que ce débat public ait lieu, mais pour qu'une décision soit prise, il faut qu'elle soit soutenue par une majorité de notre population. Pour l'instant, nous n'avons pas une telle majorité. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Nous pouvons donc prendre encore 3 questions si vous êtes bref. Je commence par donner la parole à Madame Kalnina Lukaševica. Thank you, President, and thank you. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le vice-premier ministre pour ses remarques. En tant que co-rapporteur pour la Moldova, je sais comment les réformes sont mises en œuvre. D'expérience de mon pays, je sais qu'un processus de réforme doit être inclusif et transparent pour être soutenu largement par la population. Et surtout, ça en assure la durabilité. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quel est le degré d'acceptation par la population des réformes qui sont nécessaires? Est-ce qu'il y a plus d'acceptation? Est-ce qu'on est déjà à un très haut niveau, par exemple? Merci. Madame Skau. Merci, Monsieur le Président. Félicitations au ministre. Ravi de vous revoir avec une casquette différente. Il y a un an, l'Assemblée s'est félicitée des réformes entreprises par votre pays dans le pouvoir judiciaire et la lutte contre la corruption et les efforts de consolidation des institutions. Nous vous encourageons à poursuivre sur cette voie, ce qui est important pour votre intégration européenne. De votre intervention, je retiens que vous avez poursuivi ces efforts, d'où ma question. Comment est-ce que l'Assemblée peut continuer à soutenir vos efforts? Merci. Je donne la parole à Monsieur Kamelchuk. Absent? Très bien. Alors je passe à Monsieur Thibault François. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Premier ministre, chers collègues. Les dirigeants européens ont convenu dans la réunion du mois de décembre dernier d'ouvrir les pourparlers d'adhésion avec la Moldavie. Son adhésion, qui s'inscrit dans le contexte de conflit en Ukraine, doit appeler toute notre vigilance sur les conséquences d'une telle décision. Sur le plan économique et sécuritaire, l'intégration de la Moldavie poserait un certain nombre d'enjeux, alors qu'elle est touchée par une importante corruption, comme ça a été dit, et un niveau économique bien inférieur à celui de la France, par exemple. Alors que le processus d'élargissement repose sur le respect de critères requis pour satisfaire une adhésion à l'Union européenne, pouvez-vous, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous détailler l'état d'avancement de ces réformes? Je vous remercie. Thank you, Mr. François. And now, Mr. Popsoy, you have the floor to answer the question. Je donne la parole à Monsieur Popsoy pour répondre aux questions. Merci. Les 3 questions se rapportent aux réformes et aux progrès, aux accomplissements réalisés ces dernières années. La toute première réforme, qui est la nôtre, est celle de la justice. Sans une justice indépendante, professionnelle et intègre, on ne peut espérer avoir un vrai développement économique, un vrai progrès dans le pays et sur le chemin de l'Europe. C'est donc notre première priorité que la réforme de la justice, et il y a les premiers résultats. Le Conseil supérieur du procureur, des magistrats, la Cour suprême est en cours de constitution et ceci est difficile. Parfois, les problèmes sont extrêmes. Il faut donc des solutions extrêmes, mais nous pouvons compter sur des soutiens précieux en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et nous avons nos experts. Un des meilleurs témoignages de l'efficacité de la réforme, c'est que les juges les plus corrompus du pays n'ont même pas attendu d'être validés. Ils ont quitté le système parce qu'ils savaient que jamais leur candidature serait retenue. Tout cela prendra encore un certain temps. Beaucoup de citoyens et le gouvernement voudraient que ça aille plus vite. Mais en même temps, nous savons que c'est trop important pour précipiter les choses. Vous ne pouvez pas précipiter
ces réformes ô combien importantes. Comme nos partenaires nous le disent aussi, nous en sommes convaincus, il faut que la qualité l'emporte sur la vitesse, vu l'importance de la réforme. Sinon, le risque, c'est que nous nous retrouvions avec des demi-solutions et sans grands résultats auxquels la population pourrait adhérer. Donc ça, c'est la toute première réforme. Puis il y a d'autres efforts importants qui ont été faits qui concernent la lutte contre la corruption. En 2 ans, nous sommes remontés de 40 places dans l'indice de perception de corruption, aussi dans l'évaluation de Reporters sans frontières. Nous sommes bien placés aussi en matière de participation et d'égalité, 26e dans le tableau international, mieux que certains États membres de l'Union européenne. Et nous voulons cette égalité femmes-hommes en politique. Nous avons mis en place un double quota avec 41% de femmes au Parlement, des femmes aussi dans les structures locales et régionales, fonctions électives. Donc c'est important. Il y a la Convention d'Istanbul et nous avons créé une agence qui est chargée de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul et qui est très efficace dans la lutte contre les violences domestiques et qui cherche à obtenir les poursuites et les condamnations nécessaires, l'assistance aux victimes, les mesures de protection temporaire. Tout ça prouve que nous coopérons fort bien avec le Conseil de l'Europe qui nous aide à avancer sur la voie de la protection des droits humains et les droits des femmes notamment. Mais nous avons été au-delà puisque nous avons une assistance sociale importante qui est apportée à la population avec plus de crèches qui ont été créées parce que les femmes ne pouvaient pas ou difficilement travailler, plus de flexibilité pour le congé de maternité. Les femmes ont la possibilité de choisir de prendre un congé de maternité plus court mais mieux rémunéré. Les femmes, de manière générale, ont beaucoup plus de choix pour s'organiser leur vie professionnelle et personnelle. La République de Moldova réalise ses progrès en dépit des défis considérables. Mais nous voulons aussi maintenir la paix, la stabilité macro-financière aussi du pays. Nous voulons une bonne coopération avec tous nos partenaires et nous sommes confiants que nous continuerons sur cette voie européenne, vu les réformes, vu l'engagement de nos citoyens et vu le soutien de nos partenaires européens. Je vous remercie tous pour votre soutien parce que les temps sont durs pour mon pays et pour toute ma région. Merci.